Bonjour, déjà, c'est quand même plutôt poli. On se retrouve pour une nouvelle review du Dynamite d'hier. Normalement, si je sors la vidéo le lendemain, ce qui est prévu si je sais me bouger un petit peu. Juste avant qu'on commence, je tenais à te dire que j'ai sorti mon jeu de rôle dont je te parlais. Et t'as peut-être vu une vidéo des règles sortie sur cette chaîne, peut-être pas au vu du nombre de vues qu'elle a fait, mais j'ai sorti un jeu de rôle de Noël, donc n'hésite pas à aller voir ça. Dans la description, t'as un Linktree, comme ça t'as accès à tout. Et si tu veux plus d'informations sur le jeu de rôle en soi, t'as juste à aller sur mon TikTok, qui est pareil. Tout est dans le Linktree. Parce que oui, en dehors du catch, en fait, je suis auteur de jeux de rôle, même si je suis un immense passionné de catch. Et c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite cette review de Dynamite. Après le tout petit générique que j'ai fait. Cette fois-ci, on commence pas avec un angle, pas avec une interview, pas avec quelqu'un qui vient nous hyper un match, on commence direct dans du combat, ce qui est plutôt courant à Collision et un peu rare à Dynamite. On commence du coup avec l'entrée du patriarcat de Christian Cage qui arrive avec toute la smala, tous ceux qui sont devenus ses enfants. On rappelle qu'en ce moment il est plutôt en bise contre Hook. Il vient donc pour se battre lui, toute sa famille, sauf Luchasaurus encore une fois, toute sa famille, du coup ils viennent juste pour l'encourager et pour évidemment participer quand il ne le faut pas. Mais qui est avec lui pour ce 2 contre 2 ? Et bah c'est Adam Page, le cowboy énervé. Je disais que j'aimais bien que les heels discutent entre eux, bah là en fait c'est une nouvelle occurrence de ça, même si cette fois-ci tout va pas extrêmement bien se passer. Contre eux on retrouve le Bang Bang Gang, je crois que je n'arriverai jamais à le dire naturellement dans une phrase. Peut-être que pour les anglophones ça passe, mais pour nous c'est impossible. Nous avons donc le Bang Bang Gang avec Juice Robinson et Jay White, qui du coup est en feud contre Adam Page depuis quelques temps. On rappelle que c'est quand même Adam Page qui a envoyé Jay White à l'hôpital, et du coup depuis qu'il est rentré il est plus ou moins en vendetta contre lui. D'ailleurs Juice Robinson dans son attirail aujourd'hui il nous a sorti un slip qui est vraiment petit. Si tu regardes en détail t'apprends à mieux le connaître le mec Oula. Un début de match entre White et Page qui est vraiment très bien construit, où on sait que les deux ne s'aiment pas beaucoup, on sait qu'il y a une feud entre les deux, mais surtout que les deux catchent super bien l'un contre l'autre. Et du coup au début on commence par un 1 contre 1 en fait dans le 2 contre 2, extrêmement classique, où aucun des deux commence par faire des tags rapides tout ça. Là ça s'enchaîne pas, là c'est pas l'idée. Là réellement ça commence par un 1 contre 1, les deux ont des trucs à régler entre eux et ça se voit. Ensuite il y a Cage qui vole un tag, ça va être fait plein de fois entre les heels n'arrêtent pas de se voler des tags entre eux, réellement ils ne respectent rien, et en plus c'est Cage, je lui dis 1000 fois, c'est la meilleure vanne de tout le catch qui se battent avec un col roulé, je veux dire c'est magnifique. Le mec est méchant en fait. Il a son catch, il s'en fout, il fait ça assez lentement, il fait ça assez méthodiquement, et pourtant il réussit toujours à emporter le public avec lui. Je l'ai vu en parler en interview et je suis plutôt d'accord, il fait sûrement son meilleur travail avec ce qu'il fait à AEW en ce moment. Du coup pour pallier au manque de communication entre les deux méchants, il y a évidemment aux abords du ring Nick Wayne, le jeune prodige fils de Cage, et Kip Sabian, le tout nouveau fils de Cage. Wow. Je sais pas pourquoi j'ai mis plein de trucs inutiles dans cette phrase. Et au moment où Wayne s'apprête à intervenir une deuxième fois avec ses immenses coups de pied qui sont survendus par Robinson, est-ce qu'il y a besoin de dire que Robinson est hilarant ? Je ne suis pas sûr. Si vous avez déjà regardé un de ses matchs, regardez ce qu'il fait. Il est talentueux et il est très drôle. Sauf qu'à ce moment-là, qui est-ce qui arrive de nulle part, ou plutôt de derrière lui ? C'est Hook. Hook évidemment. Hook est en bisbille avec eux. Il arrive un peu de nulle part, il commence à étrangler Nick Wayne et il l'emmène en dehors du terrain, comme ça on aura ça en moins comme intervention. Le problème c'est que Hook, pas très intelligent, et du coup il a fait fuir une personne sur 3. Parce qu'il reste du coup Kip et la daronnaxe, la mère Wayne, je sais même plus son nom. Est-ce qu'il dit son prénom ? Je sais plus. Il l'appelle la daronne, enfin la mère, c'est moi qui l'appelle la daronne évidemment, il l'appelle Mother Wayne. Donc du coup toutes les interventions comme je l'ai dit ont été faites sur Robinson qui prend quand même un peu de hit, où les deux méchants ils taguent, même s'ils se blind tag plus souvent qu'ils se taguent, pour continuer à enchaîner Robinson jusqu'à ce que White puisse enfin revenir sous une ovation du public. Il commence à dérouler un peu avec les deux, il y a quand même un petit duel qui reprend avec Page, les deux sont vraiment construits comme quasiment aussi bons l'un que l'autre, même si je trouve que pour ce match c'est White qui va être mis en avant, c'est Jay White qui va être construit tout ce match j'ai l'impression, et pour nous montrer que Jay White est toujours aussi fort,
et ça nous le reconstruit. On met en avant ses compétences techniques, on met en avant ses capacités de contre, on met en avant que, en fait, aucun des deux heals n'arrive à prendre le dessus sur lui s'ils ne s'y mettent pas à deux. Donc une fois qu'il a fait bien le travail et qu'il a tagué à Robinson et que Robinson a continué à dérouler un petit peu, notamment son enchaînement de droite, il l'a fait un peu plus tôt, mais je trouve ça toujours cool. Quand Robinson tente le tomber, évidemment qui est-ce qui arrive pour distraire l'arbitre? C'est Merwayne, ou la Daronax, comme je vais désormais l'appeler sur cette chaîne. Excusez-moi pour le respect. Kip Sabian en profite pour remettre un coup avec le porte-document, là, qu'a le contrat. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Le porte-document, il est éclaté, hein. Depuis quelques semaines, la force qui s'en occupe dans tous les matchs, il y a des buffs dessus, il y a des trucs un peu pétés et tout. Le moment où il va réussir à le faire, il y aura plus de contrat à l'intérieur, hein. Il y aura juste des morceaux de boulons et de boîtes. C'est donc une victoire des heals. Ce qui tombe bien parce que le patriarcat en ce moment est ultra bien construit. Et du côté du Bang Bang Gang, ils ont beau avoir perdu, ça n'empêche que Jay White a quand même été ultra bien vendu pour ce match. Et j'ai l'impression que ce match a été fait pour le construire malgré une défaite. Très bon match. À la limite même, j'ai l'impression que les heals ont été sous-vendus par rapport au fait qu'ils gagnent, même si c'est avec une triche. Ensuite, nous avons Mercedes Moné qui est là pour nous parler de son match contre Statlander et qui est surtout là pour parler super mal à Camille. C'est de pire en pire, hein. Depuis qu'elle a perdu, dès qu'elle est là, elle se fait engueuler, elle se fait parler mal, il lui dit genre casse-toi et tout, enfin réellement elle est horrible avec elle, alors qu'au début elle était en mode super bien, c'est elle, c'est ma pote. Donc dès la première défaite elle s'est retournée contre elle, ce qui nous donne encore un peu plus de grain à moudre sur la personnalité de Monet. J'ai beaucoup de respect pour sa décision de venir en tant que top star et de décider de devenir un heel, alors qu'elle avait l'ovation du public, tout le monde était là, tout le monde était prêt à l'ovationner quoi, et elle a quand même décidé d'être une heel. Et je trouve ça assez stylé. Donc Camille part dans la loge un peu déçue, et qui est-ce qui était là? C'était Statlander qui arrive et elle commence à se battre, et Statlander elle la chope comme ça et elle part contre un mur et il traverse le mur. Ça aurait été impressionnant si on n'était pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis les murs sont en papier. Elle a fait passer à travers un mur américain. Ensuite, qui est-ce qui arrive sur le ring? Will Ospreay, le dieu du catch. Je sais que c'est pas son surnom, je vous donne juste une opinion. Donc Will Ospreay qui arrive, il est pas là pour catcher, donc il arrive en petit jogos, tranquillou, petit il arrive en jogos, les deux en appareillé, tranquillou, respect, il est pas là pour se battre. Donc tu vois, la plupart ils viennent genre en costard, bien habillés, ou même en truc de catch et tout. Lui il arrive en jogos. Le public est toujours conquis, même s'il est parti quelques semaines. Au contraire même, ça a entretenu sa fame de pas être là tout le temps. Il commence déjà par nous glisser un petit match contre Takeshita qui arrivera à un moment ou à un autre pour récupérer son championnat ou pour se faire battre. Donc il nous le glisse là. Ça j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment, s'il est là, c'est pour parler à Kyle Fletcher. Kyle Fletcher, du coup, si vous n'avez pas suivi, on va faire un petit rembobinage. À la base, Don Callis, un manager et ancien catcher, enfin bref, on s'en fout. Don Callis a décidé de recruter Will Ospreay. Il a ensuite décidé de recruter l'équipe qui était un peu les seconds de Will Ospreay. Donc Fletcher et Mark, qui étaient Aussie Open. Avant ça, évidemment, les deux se connaissaient déjà, ils faisaient partie de l'Empire Uni au Japon. Du coup, Don Callis a ramené Ospreay dans sa famille et dans AEW. Ensuite, il a ramené l'équipe dans sa famille et dans AEW. Sauf qu'ensuite, il y a eu un bisbis entre lui et Ospreay, donc Ospreay a quitté la famille, mais Kyle est resté pote avec lui tout en restant dans la famille, et Kyle a fini par trahir Ospreay pour donner toute son attention et tout ce qu'il a à la Don Callis Family. L'avant-dernière fois qu'on l'a vu, il s'était rasé la tête pour montrer qu'il voulait pas être comme Ospreay et que Ospreay a des cheveux. Non, je suis désolé. Alors d'accord, c'est assez cool, c'est stylé machin, mais je comprends pas tout. Donc il lui dit Kyle, ramène-toi, faut qu'on parle. Kyle, il se ramène. À la base, on se dit il est là pour parler, mais avant qu'il rentre sur le ring, t'as Ospreay qui lui dit attends. Je te connais, je connais les méthodes de la Don Callis, j'en ai fait partie. Sors le truc que t'as de la poche de derrière. Sors le truc que t'as de la poche. Et il sort, et il y avait effectivement un tournevis. Kyle prévient aussi que ses potes ne sont jamais loin, mais bon, ça, on s'y attendait tous. Donc Ospreay nous fait un bon rewind un peu de leur passé commun, de leur passé dans l'Empire Uni, de leur passé sous son aile, de leur passé dans la Don Callis. Enfin, réellement, il parle de tout ça. Il parle du fait que Kyle Fletcher a souvent été vu comme l'espèce d'élève d'Ospreay, comme celui qui était sous son aile. Ospreay répète un peu qu'il lui a tout donné, qu'il a tout fait pour lui, qu'il était prêt à tout pour lui, etc. Et du coup, il lui demande pourquoi tu m'as trahi. La réponse de Fletcher, c'est qu'en fait, Ospreay, qui a tout fait pour lui, en fait, il faisait tout pour lui-même. Et s'il s'occupait de Fletcher, c'était pour être sûr que Fletcher ne dépasse jamais sa fame. Et que, en fait, il s'est occupé de lui parce que c'était un gros égoïste. Bon, cet argument-là,
Je suis pas sûr. L'autre argument par contre est un poil plus intéressant. Il rappelle que Ospreay n'a pas toujours été un face et qu'au moment où c'était un heel, il a trahi pas mal de gens, notamment l'un des fondateurs d'AEW, pas n'importe qui, et que du coup à sa place peut-être qu'il aurait fait exactement la même chose et que c'est un peu hypocrite pour lui de reprocher que Kyle trahi. Et là Ospreay, il décide de le foutre en baigne, vraiment. Il y a Kyle Fletcher, il va jamais pouvoir se relever d'un argument pareil. Il lui dit « Ah mais attends, tu t'es pas rasé la tête pour pas être comme moi? Puis après tu trahis comme moi je l'aurais fait ?» Qu'est-ce qu'il a dit? Genre tu veux être une contrefaçon de moi ou tu veux être toi? Parce que là, tu dis que tu veux être toi et tu dis que tu agis comme moi. Là, tout le public a compris que c'était terminé. Hein. Tout le public a compris que c'était l'argument clou. Hein. Non, même pas. Et ensuite, il va enchaîner en disant que lui a des accomplissements, contrairement à Kyle. Kyle Fletcher, ses plus gros accomplissements, il a eu beaucoup de championnats et par équipe, avec du coup The Open, comme je le disais. Il a eu aussi un titre à la ROH, il me semble. Si je me trompe pas, il a été champion à la ROH. Pas champion majeur. Kyle répond simplement qu'il compte surpasser Ospreay, qu'il compte faire mieux que lui et que tous ses accomplissements que lui a fait. Et tout ça évidemment finit par une demande de combat à Full Gear. Donc c'est marrant de revoir Ospreay reprendre quasiment tous les combats qu'il a fait à son arrivée à AEW, mais avec des enjeux cette fois-ci pas en combat sportif entre potes. Enfin ils sont déjà affrontés à AEW et c'est Ospreay qui avait gagné. Mais c'était avant que Fletcher éclose un peu dans ce rôle de petit con. J'adore comment il fait ça. Ces petites lenteurs, je me suis moqué au début, sauf que quand il le fait de temps en temps, ça fonctionne très bien. Il a vraiment la voix du petit con, je sais pas si je peux dire petit con aussi souvent. Il a vraiment cette voix un peu nasillarde, un peu énervante, qui fonctionne très très bien avec ce personnage de jaloux. Et en face, il a Will Ospreay que j'aime de tout cœur, hein, qui est tout là-haut avec tous les gens que je vous dis que j'aime. Et je vais continuer à vous faire ça encore tout le temps dès que je vous parle de catch, parce que j'aime le catch. C'est beau, putain. Il se passe un truc intéressant quand même, du coup, il commence à s'énerver. Du coup, il y a Brian Cage et Lance Archer de la Don Callis Family qui viennent pour donner un coup de main à Fletcher parce que ça commence un peu à être tendu. Sauf que du coup, les potes de Ospreay se ramènent aussi pour qu'il y ait un face-à-face réel. Donc ses potes, c'est Will Hobbs, le surpuissant qui est revenu la semaine dernière, et Mark, l'autre membre de The Open. Les deux clans commencent à se battre, ça sort du ring, ça commence à se battre en dehors, à s'emmener vers l'arrière, et ça nous fait une transition genre ultra smooth parce qu'il reste en dehors du ring Lance Archer, qui est le prochain à avoir un match contre Roderick Strong. Bim, musique de Roderick Strong, il se ramène, et les deux commencent à se battre en dehors du ring. Ce qui tombe bien puisque c'est un Falls Count Anywhere. Ce match aussi a une histoire, vous vous en souvenez peut-être. Pour pouvoir affronter MJF à Full Gear, il faut que Roderick Strong et ou Adam Cole et 3 victoires d'affilée juste avant. Et là, c'est justement le troisième match, Lance Archer contre Roderick Strong. Donc on a un enchaînement sans coupure. Juste avant, il y a un tout petit truc qui est assez marrant, c'est que tu as la musique de Roderick Strong, donc tu as Lance Archer qui arrive vers le côté des faces, parce qu'apparemment Roderick Strong est face. Voilà. Je sais pas, il va falloir des patch notes parce que là, moi, je comprends plus rien avec le royaume incontesté. Ils sont face maintenant. Je suis insupportable avec ça. Hein. Si vous en avez marre que je vous dise face et heal, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fera un commentaire. Merci à ceux qui commentent. Du coup, Lance Archer, il est pas bête. Il se dit, je vais aller devant le tunnel des faces. Il se met devant le tunnel des faces, comme ça, il met sa tête, comme ça, il se dit, haha, je vais pouvoir le surprendre. Et Roderick Strong, qui est encore moins bête, est passé par le tunnel des heals. Et avec un kendo stick, il me semble que c'était un kendo stick, lui met un grand coup dans le dos. Et du coup, il l'a surpris. Du coup, c'est les deux qui ont essayé d'être le plus intelligents. Et c'est Roderick Strong qui a réussi. Surprenant par rapport à son personnage. Je rigole. Les deux partent se battre, ça se bat dans le couloir, donc c'est un peu sombre, on entend juste des coups et puis des fois des trucs qui volent. Les deux sont toujours très intéressants, enfin c'est surtout Roderick Strong qui va nous apporter quelque chose techniquement pendant ce match, et Lance Archer qui va nous apporter quelque chose d'impressionnant, mais c'est pas un catcheur technique. Même si pour un big man, il est quand même assez agile et très bon dans ses déplacements, dans sa gestion du corps. Bon, ça part évidemment se battre dans le public, hein, on est dans un Falls Count Anywhere, je vous l'ai sûrement déjà dit. Je vous ai peut-être pas expliqué ce qu'est un Falls Count Anywhere. Un Falls Count Anywhere, ça veut dire que les tombées comptent partout. Évidemment, il y a Brian Cage, attention, qui se ramène pour faire du renfort à Lance Archer, sauf qu'il y a Taven et Bennett qui viennent aider Strong, et ils se font d'ailleurs acclamer par le public, hein, et Strong aussi se fait souvent acclamer par le public. Il est face. D'ailleurs, il y a un moment marrant
où déjà Lance il tient sur une petite barrière avec ses immenses pieds, je sais pas comment il fait, il tient au point de pouvoir prendre Taven en chokeslam, il chope en chokeslam et il l'envoie comme s'il l'envoyait à travers une table, sauf que là que ce soit une table, c'est dégâts de la sécu. Déjà c'est très logique par rapport au fait que MJF a demandé à la Duncan Family de se débarrasser de ces 2 épines dans son pied. Bon, techniquement il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein, c'est juste une bagarre, mais j'ai l'impression que ce combat dans le public c'était aussi pour voir si Strong avait réellement cette aura de face. Et là il l'a, hein. Il commence à lever les bras, tout le monde l'acclame, il fait son très joli coup de genou sauté, c'est un coup que j'adore, il te fait ça, t'as tout le monde qui l'acclame, et il le fait, et ça suffit même pour battre Lance Archer dans une bagarre qui était quand même assez courte. Surprenant de voir Lance Archer qui est ultra bien vendu dans les matchs par équipe, se retrouver à se faire étaler aussi vite, aussi simplement, dans un match. Après c'est pas un match à la régulière. Donc peut-être que ça peut nous expliquer ça. Et puis, encore une fois, je l'ai déjà dit, Lance Archer n'a pas besoin de grand-chose pour être reconstruit comme fort. Le mec fait 12 mètres. Donc Roderick Strong, il prend le micro et crie Max ! Évidemment, parce qu'il crie toujours les prénoms. Il crie les prénoms, c'est marrant, c'est un truc qu'il a gardé. Bref, il rappelle à MJF qu'il va le battre à Full Gear parce que lui a réussi ses 3 matchs, donc il sera là, il sera pour lui et il va l'éclater. Et là, on arrive du coup à ce que j'ai beaucoup aimé dans ce début de show, c'est quelque chose de très haletant, quelque chose de dense. Ils ont des informations, des trucs à nous donner et tout s'enchaîne de manière ultra logique parce qu'à ce moment-là, il y a Konosuke Takeshita, un autre de mes catcheurs favoris, figurez-vous, qui vient commencer à frapper Strong. Du coup, qui est-ce qui arrive ? Adam Cole. Adam Cole qui est la 2e personne à devoir faire 3 matchs d'affilée, qui a justement son 3e match ce soir contre Takeshita, directement maintenant. Et du coup, il arrive aussi, et du coup, c'est bim, le début du 3e match. Roderick Strong s'en va, hein, parce qu'il a fait son travail, au bout d'un moment, c'est bien mignon, mais je veux pas me faire éclater la gueule par tout le roster. Et il y a le combat qui commence sur la musique de Adam Cole. Et la musique continue et le match commence, ils font ça rarement à AEW, ça se fait de temps en temps, et là ils le font, et c'est assez marrant parce que ça se bat, il arrive à se débarrasser de Takeshita, à faire tous ses gimmicks avant qu'il y ait la fin de la musique et que le combat non pas commence mais continue. Adam, il y a une très bonne construction pour ce match, c'est que Adam Cole tente de s'en débarrasser vite. On voit qu'il sait très bien que Takeshita est là pour le blesser et du coup il tente quasiment tout le temps de claquer des Panama Sunrise et il va se faire contrer très souvent. Et il y a beaucoup de grosses techniques pendant ce match qui vont se faire contrer, les deux semblent vouloir vraiment tout donner dès le début, donner des gros coups, faire en sorte que ça se finisse vite, mais trop bien se connaître ou être trop fort pour se prendre tous les coups. Du coup, quasiment dès le début du match, il va tenter un Panama Sunrise, Adam Cole évidemment, pour se faire avoir et se faire choper par les coups d'avant-bras magnifiques de Takeshita. Je suis désolé, mais je connais pas quelqu'un, AEW en tout cas, qui te vend un coup d'avant-bras aussi bien que Takeshita. Te vend genre la violence de ses coups aussi bien que Takeshita. C'est un striker incroyable dans ses coups d'avant-bras. T'as l'impression que c'est un ressort, il prend son élan, il crie, il part, il accompagne le gars. Du coup, le gars est obligé de tomber. C'est du strong style appliqué à la lettre, exactement comme c'est censé l'être. C'est magnifique. Donc du coup, comme je disais, ça sort très vite les Blue Thunder Bombs, ça sort très vite les booms, beaucoup plus vite que dans n'importe quel autre type de match. Par exemple, le boom, c'est la première fois que je le vois sans être une fin de match. Il y a un moment très marrant d'échange de coups, parce qu'il y a de mythe versus mythe, sauf que tu as Adam Cole qui met 1, 2, 3, 4, 5, il met 15 coups, Takeshita il en met 1, et Adam Cole il tombe. Voilà, on nous montre bien que Takeshita est l'un des meilleurs strikers de tout l'endroit, et du coup, là, même Adam Cole, il ne tient pas un coup. Il commence à reprendre un tout petit peu le dessus, Cole et tente un nouveau Panama Sunrise, encore une fois, sauf que là, il se refait contrer. Mais pas de la même manière, cette fois-ci, Takeshita l'attrape au vol et lui met une souplex, mon gars, mais pour un compte de 2. Take, il tente du coup d'enchaîner et de continuer, et je crois de placer un autre de ses finishers pour se faire attraper par un super kick, et évidemment c'est Adam Cole. Adam Cole, tous ses kicks d'ailleurs ont été bien vendus pendant le combat. Adam Cole du coup il met un autre super kick et cette fois-ci réussit le Panama Sunrise. Évidemment Cole veut enchaîner sur le tombé, sauf que Takeshita roule en dehors du ring et attrape ce qui ressemble à la bague qui a été offerte par MJF. Il y a une très grosse bague en diamant et tout qui met à son doigt, et quand Adam Cole arrive pour le retirer sur le ring, il le frappe, il l'assomme à moitié et gagne le match.
J'ai plusieurs soucis avec ça. La première chose, je suis très heureux que Takeshita gagne. J'en ai eu marre de le voir perdre pendant un moment. Là, depuis qu'il est revenu du Japon, il est construit comme The Guy. Évidemment qu'il fallait qu'il gagne ce match. C'est un heel, c'est un peu normal qu'il gagne en trichant et qu'il gagne avec ce genre de triche. En plus sur Adam Cole, ça fait des rappels à MJF et du coup ça l'empêche de rejoindre MJF. Donc c'est intéressant sur plein de sujets. Mais Takeshita a été vendu athlétiquement bien plus fort que Cole pendant tout le match. Et c'est pas très logique, je vois pas trop pourquoi il en aurait besoin en vérité. C'est du détail, hein, on est d'accord, mais je suis pas sûr de ça. Je trouve ça super intéressant par contre que ce soit Adam Cole qui ait décidé de combattre MJF. MJF a dit qu'il faut faire 3 matchs. Roderick Strong s'est ajouté un peu à ça en disant bah, je suis ton pote, je suis de ton côté Adam Cole. Sauf qu'au final c'est Strong qui a réussi et Cole qui a raté. Ça c'est quand même pas mal, c'est bien. Donc au final je vous dis que j'ai pas aimé mais j'ai 1000 choses à dire dessus, donc bon c'est intéressant, donc c'est peut-être juste moi qui casse un peu les couilles. D'ailleurs Takeshita continue à se battre contre Cole, à l'enchaîner de coups. Il y a Strong qui vient essayer de faire le save mais qui se fait étaler par un coup bien bas, si je peux me permettre monsieur Takeshita. Là je revois le Takeshita que j'aime bien. Et qui est-ce qui vient faire le save? Kyle O'Reilly. Alors là c'est une histoire dont je vous avais même pas parlé. Kyle O'Reilly, qui est un ancien membre du clan de Adam Cole à l'époque du circuit indépendant. De toute façon, Kyle O'Reilly, Strong, Cole étaient dans la même team, le 1-1-1 incontesté. Je sais plus. C'était incontesté, ça c'est sûr, c'était incontesté, c'est incontestable. Mais je ne sais plus qui ils étaient. Enfin bref. Et depuis quelques temps, en fait, depuis qu'ils sont redevenus, quand ils étaient heal, Kyle O'Reilly les a envoyés se faire foutre. Et a rejoint la Conglomération, qui lui est un clan de face. Sauf que maintenant, le Royaume Incontesté devient un clan de face. Et du coup, dès qu'il y a un combat d'un d'entre eux, il y a Kyle O'Reilly qui prend des notes, qui vient, qui regarde. Et là, justement, ce Kyle O'Reilly vient faire le save. Donc ça continue, il y a plein de choses qui s'enchaînent, il y a des personnages qui reviennent, qui repartent. C'est super bien construit. N'empêche que tout de même, quand Cole lutte dans la main pour le remercier, Kyle O'Reilly rejette la main et repart. Mais en gros, je veux pas être ton pote, mais je veux pas que tu te fasses étaler. C'est pas si mal. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles pour Adam Cole à Full Gear. Il semblerait qu'il ne soit pas là, à part s'il y a une petite loophole qui arrive dans les 15 prochains jours. Ce qui est bien possible. On a un plan de caméra pour nous dire que Jon Moxley arrive. Fin du plan de caméra, on passe à autre chose. Ensuite, nous avons dans les coulisses le Hurt Syndicate qui viennent parler à René Paquette. Ils viennent nous parler du match du coup de Bobby Lashley contre Swerve Strickland à Full Gear. Du coup, René Paquette elle arrive, elle dit c'est quand même l'ancien champion du monde, est-ce que t'es sûr, comment tu te sens pour ce match qui s'assure être un match compliqué. Et MVP lui prend le micro, lui dit ta question elle est nulle, tu sais pas faire ton travail, laisse-moi faire le travail, voilà la question que tu aurais dû poser. Comment tu te sens de bientôt terminer la carrière d'un jeune catcheur prometteur? Et comment tu te sens d'être le plus fort du monde? Et il dit ouais je sais, je suis trop fort. Et il fait voilà, et c'est comme ça que tu dois faire ton travail René Paquette. C'est à la fois un segment très fun et en plus qui ne décrédibilise aucun des membres du Hurt Syndicate. Ils ont juste l'air dans leur délire. Et je trouve que ça c'est quand même fort. Et il n'y a que des gens qui ont autant de bouteilles que MVP pour pouvoir réussir à être drôle, divertissant et sérieux en même temps. Les Death Riders arrivent. Les Death Riders se ramènent, ils sont en train de frapper un jobber, ils le décalent juste sur la rampe. Il va avoir aucune utilité, il va pas être là plus tard, juste il était sur le chemin. Je sais pas, ça fait peut-être partie de l'entrée. Il y en a, ils rentrent en moto, il y en a, ils rentrent avec des armes. Eux, ils rentrent en frappant un jobber. Tout le monde se ramène sur le ring. Il y a tous les Death Riders. Si vous voyez pas qui c'est les Death Riders, c'est les actuels champions trio, donc Pac, Yuta, Castiglioni. Il y a le chef Jon Moxley qui est champion AEW et son allié, c'est Marina Shafir, qui est là pour se balader avec valise dans laquelle on présume il y a le titre. C'est très intéressant, il a toujours pas le titre sur lui, il laisse Marina Shafir porter une valise dans laquelle est caché le titre. Donc ils arrivent pour parler à Cassidy, parce que depuis que Moxley est devenu champion, les Death Riders ils attaquent tout le monde, et les seuls à pas s'être fait complètement rouler dessus de manière unanime, c'est Cassidy et ses potes. Alors ouais, je viens d'avoir un bug de lumière. Donc John, il aime pas beaucoup cette histoire et il est un peu vénère parce que lui, il est là pour faire un exemple de tout le monde, pour que tout le monde ait peur de lui, et il y en a un qui a pas peur de lui. Il place quand même une petite phrase comme quoi Yuta est son soldat, parce qu'il y a toujours Yuta qui est au sein de l'histoire parce que c'est un ancien pote de Cassidy. Donc il place quand même un truc de Yuta, c'est mon gars, c'est mon truc, il est à moi. Il est toujours un peu là, il y a des petits blancs sur Yuta qui est en mode... Et il y a la musique parce que Orange, il va pas juste se laisser insulter comme ça. Il se ramène les 3 champions trio qui sortent du ring pour se rapprocher de lui et c'est là que le reste de la conglomération arrive pour
backup, comme ça Orange fait pas juste j'entre, je me fais agresser fin de segment. Orange il prend le micro, il est très bon micro, il le faisait pas du tout avant, donc je pense qu'il a eu besoin de beaucoup d'entraînement et de reprendre un peu la confiance en lui, mais là au micro il est très bon. Il le prend, il rappelle, déjà il accepte que Jon Moxley a effectivement le pouvoir qu'il dit avoir, c'est effectivement le champion, il rappelle l'importance de la ceinture, l'importance de la représentation, il rappelle l'importance de tout ça, et il rappelle un truc intéressant, c'est le dernier à avoir battu Moxley. Et c'était dans une situation pour reprendre une ceinture en plus. Alors ça, je sais pas s'il le dit, c'est moi qui le dis. Et du coup, il dit qu'il accepte effectivement tous les pouvoirs que Moxley dit avoir, et surtout qu'il va les récupérer à Full Gear. Et d'ailleurs, il revient aussi sur celui qu'il appelle son pion, Wheeler Yuta, en disant qu'il veut d'abord se battre contre lui au prochain Dynamite. Et Yuta ne répond même pas, il essaye de répondre, mais Castelloni lui dit direct de la fermer, et Moxley accepte le défi qui a été lancé à Wheeler. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce match à Full Gear, j'ai hâte de voir la continuation de cette guerre des clans qui a commencé entre la conglomération et les Death Riders, parce que j'ai dit Driver à la dernière vidéo parce que je suis un débile complet, c'est les Death Riders. Il y a eu un match, il me semble que c'était le main event du dernier Collision, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Donc ensuite, après autant de mal parler, évidemment tout le monde commence à se rentrer dedans, ça commence à se frapper, du coup il y a Moxley qui s'enfuit avec Marina Shafir, il est petit à petit suivi par son clan, sauf que qui c'est qui arrive de nulle part, encore une fois, celui qui apparemment depuis quelques semaines est devenu un faucon pêcheur, Darby Allin, saute et arrive de nulle part et saute sur le clan et ça continue de se battre. Les Death Riders s'enfuient, donc ça commence à se battre sur le parking. T'as Moxley qui est prêt à abandonner tous ses potes et à rentrer dans la voiture, sauf que Darby Allin il est encore là, donc il lui fonce dessus, donc t'as Castelloni qui l'attrape, lui est revenu, mais c'est que lumière me fait chier. Donc Castelloni qui a eu le temps de revenir, il attrape Darby, il le jette contre un truc en métal, il l'attrape par les jambes, il le rejette contre le truc en métal, et les Death Riders s'enfuient. Darby Allin se relève en disant je suis toujours debout, je suis toujours prêt, je suis toujours chaud, et donc va y avoir encore plein de combats entre tous ses membres. Est-ce que Darby Allin du coup fait un vrai rapprochement avec la conglomération? Est-ce que c'est juste dans le cadre de ce combat là? Est-ce qu'on va voir plus de Darby Allin et Orange ensemble? On ne sait pas encore, toutes ces questions sont encore en suspens. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, je vais encore vous reparler de ces personnes-là. Ensuite, nous avons Britt Baker qui est de retour. Il me semble qu'elle avait été blessée. On l'a pas vu beaucoup depuis sa tentative de récupérer le championnat TBS. Et ensuite, elle est tombée malade, il me semble. Pour un de ses premiers matchs de retour, elle vient affronter Penelope Ford, celle dont j'avais vu le premier match la dernière fois. Elle s'était fait un peu éclater trop vite par Jimmy Hayter, j'ai trouvé, par rapport à ses compétences sur le ring qui sont vraiment bien. Le match commence très très bien, avec de très beaux enchaînements, ça se passe bien. Vous savez peut-être que je ne suis pas vraiment fan du in-ring de Britt Baker. Elle est extrêmement forte au micro, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve que sur le ring, par rapport à certaines championnes et par rapport à beaucoup de femmes qu'on a à EW, je la trouve légèrement en dessous par rapport à la position qu'elle a occupée. Mais là, vu qu'en face on a Penelope Ford qui franchement bouge ultra bien, je pense qu'elle a un passé de gymnaste ou quelque chose parce qu'elle fait des rondades et des choses comme ça qui sont vraiment jolies. À un moment, elle fait même une descente du genou en tournant autour du poteau. J'ai pas du tout compris comment c'est arrivé, mais c'est super bien fonctionné. En gros, vous l'avez compris, c'est le deuxième combat que je vois de Penelope Ford et je suis conquis. C'est bon, j'ai rejoint votre côté, ceux qui aiment Penelope Ford. Elle est super. J'ai beaucoup aimé que Britt Baker perde de temps en temps l'avantage à cause de ses moves de face. Elle prend le temps de jouer avec le public, de se la péter, de faire son truc, et c'est souvent à ces moments-là que l'avantage revient à Penelope. Comme à la fin par exemple, où Britt Baker est en train de se vanter, Penelope Ford arrive à placer sa prise de soumission, mais c'est renversé par Britt Baker dans son truc où elle appuie sur les dents, le détartrage. Et elle la bat. Le détartrage est une prise qui est ultra protégée, donc à partir du moment où tu vois qu'elle a réussi à le placer, le plus souvent c'est qu'elle gagne. En tout cas ces derniers temps, c'est très protégé ces derniers temps. Donc je suis encore de nouveau fan d'une catcheuse qui perd beaucoup de ses matchs. Que voulez-vous? En coulisses, nous avons Mina Shirakawa qui vient bien évidemment nous parler de la championne. En gros, elles étaient amies quand elles catchaient au Japon, encore une fois, il y a souvent ces histoires-là. Là, elle est officiellement de retour. On l'a pas encore revue catcher, mais on a eu quelques clips pour nous dire qu'elle était là. Et elle se fait interrompre par Harley Cameron. Harley Cameron, c'est quelqu'un qui est arrivé sans être catcheuse et qui a petit à petit fini par monter sur le ring. Elle fait toujours des moves assez simples, mais jamais trop floppy, et elle fonctionne très bien sur le ring. Et en plus, là, depuis quelques semaines, elle nous montre surtout qu'elle est extrêmement drôle. Sans jouer le rôle
un peu potiche qu'elle avait au début, qui n'était pas spécialement originale, là, elle arrive à réellement être très très drôle et s'assurer une place à EW, mine de rien. Ensuite, nous avons Swerve qui entre sur le ring comme le champion qu'il était. Il arrive en douceur, tout le monde danse sur sa musique avec Prince Nana, tout le monde l'acclame, il est applaudi comme le héros qu'il est. Il a toujours gardé son aura, parce que bon, c'est l'un des derniers champions. Il a perdu contre Danielson, ce qu'il a un peu protégé parce que c'est quand même Bryan Danielson, tu vois. Donc il a toujours cette aura, il est pas du tout cassé, ça marche très très bien. Il vient de battre contre Lio Rush. Lio Rush, il l'a défié. Il l'a défié déjà parce que c'est ancien champion et aussi pour faire ses preuves à MVP parce qu'il a une carte de MVP. Tout le public est évidemment toujours avec Swerve. Lio Rush a une veste un peu marrante. Je sais pas si je trouverai une photo, mais une veste à pic. Des gros pics de doudoune, enfin ça n'a aucun sens. Les deux se jaugent pas mal au début, font des petites prises. Je me rappelais pas que Swerve était aussi agile. J'ai l'impression qu'il usait moins d'agilité quand il était champion et qu'il était un peu plus rentre dedans. Parce que là, ils font des flips tous les deux en même temps pour sortir du terrain. Il y a tout ça qui se passe. Ils s'amusent à faire des saltos en plaçant un pied sur les cordes. Lio arrive après et le refait. Il lui dira d'ailleurs qu'il peut faire tout ce que Swerve est capable de faire. J'aime aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'esquives et qu'il y ait de la physicalité sur des petits moments et que sinon il y ait beaucoup de courses, beaucoup d'esquives. Certains pourraient penser que c'est un peu too much, mais je trouve que justement sur ce terrain-là, là ça fonctionne très bien. On est en début de combat, les deux essayent de voir les capacités de l'autre. Après, les deux ensemble, il y a une alchimie qui fonctionne très bien. Il me semble que les commentateurs français que je remercie ont expliqué qu'ils se sont déjà affrontés plusieurs fois avant AEW. Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant, si je les remercie, autant les citer. À vous 30 qui regardez AEW et qui les connaissez. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que les deux sont très forts, très rapides, très agiles et du coup difficilement descriptibles. Prenons une action au hasard. Il y a Swerve qui tient Lio Rush à l'extérieur du ring en position de powerbomb. Il s'approche des escaliers. Lio Rush arrive à prendre une impulsion sur ses épaules pour passer derrière lui. Swerve se retourne, Lio Rush lui fonce dessus et essaye de le faire tomber en lui sautant dessus avec les fourchons. Swerve le soulève, le fait passer au-dessus de lui. Du coup, Lio Rush retombe les deux pieds debout sur l'escalier d'acier et saute sur Swerve pour lui faire un Poison Rana. Non, juste un Rana d'ailleurs. Vous imaginez bien que si la plupart des actions du match sont comme ça, il y a un petit souci. Ça commence très agile et petit à petit en plus il y a des grosses prises qui commencent à s'ajouter, ça commence à être violent, c'est vraiment un très beau match, je vous le conseille. Ensuite t'as Lio Rush qui fait quelque chose qui n'est pas dans son habitude et qui n'est pas du tout dans son personnage. En tout cas pour l'instant, même s'il commence à se devenir un peu plus dur, il fait une tentative de triche. Au moment où il met Swerve en tombée, il tente d'attraper les cordes pour s'aider dans son tombée. Heureusement, Prince Nana est sur le côté, donc il gueule directement en montrant sa main et l'arbitre met fin au tombé. Ce qui permet d'ailleurs à Swerve de reprendre l'avantage, de placer sa grosse pression, son finisher, et 1, 2, 3 de gagner le match. Swerve ensuite prend le micro pour justement parler de ce qu'on avait dit au début du combat, le fait que tout le monde le défie parce que c'est l'ancien champion. Pour l'instant, tous ces gens qui l'ont défié, il les a battus. Enfin, tous ces gens, il y en a deux, en vrai. Shelton Benjamin et Lio Rush. Mais il dit qu'il faudrait peut-être réinstaurer à quel point il est fort, réinstaurer la peur qu'on avait pour lui. Les gens ont oublié qui il était, c'est plus ou moins ce qu'il dit. Évidemment, MVP se ramène avec tout le Hurt Industry. Swerve défie Bobby Lashley à Full Gear, il me semble que ça se passe comme ça, et il dit aussi qu'il est prêt à se battre là tout de suite contre Bobby Lashley. Non, le Hurt Industry n'arrive pas tous ensemble, il y a MVP et Bobby Lashley. Et à ce moment-là, du coup, t'as Swerve qui dit qu'il veut Bobby Lashley à Full Gear en combat, évidemment. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et MVP prend le micro et dit qu'ils sont là pour apprendre une leçon à Swerve, que c'était ça le but, qu'à la base ils voulaient l'engager, mais que maintenant ce qu'ils veulent c'est lui apprendre des choses. Notamment que tout seul tu ne vaux rien et qu'il faut du travail d'équipe. Et c'est là que le fameux Shelton Benjamin arrive de derrière et attaque Swerve. Encore une fois, MVP étrangle Prince Nana avec sa canne et les deux autres s'acharnent sur l'ancien champion. Swerve prend cher et personne ne vient le sauver. C'est vrai qu'il s'est un peu mis tout le monde à dos quand il était champion, en tout cas il s'est pas fait d'alliés. Il n'y a que la sécurité que l'on sait inutile qui arrive, comme d'habitude il y a Shelton qui se lâche un peu dessus, enfin voilà, et du coup le segment se termine avec Prince Nana et Swerve Strickland à terre.
et Bobby Lashley debout. Ensuite, on a un deuxième clip de Julia Hart de la Maison Noire qui nous tease un peu son retour. Il y en a déjà eu un qui était très bien produit d'ailleurs à Collision. Celui-là, c'est pareil, c'est un peu triptyque, c'est pas révolutionnaire en termes de triptyque, en termes cinématographiques, tu vois, mais ça reste très intéressant, quand même plutôt original et en bon accord avec le personnage, ça nous tease bien son retour. Elle a eu un run plutôt sympa de championne de TBS qui est arrivé au bon moment dans sa carrière. Et justement, en parlant de Maison Noire, c'est l'heure du main event. C'est donc un combat de la Maison Noire représenté par Malakai Black et Brody King contre FTR. Le vainqueur est qualifié pour le 4-way par équipe de Full Gear, avec en jeu évidemment les titres par équipe détenus par Private Party, dont ce sera la première défense directement en 4-way. On leur fait quand même pas de cadeau vu comment ils ont galéré à récupérer les titres. Est-ce qu'ils vont les perdre directement? On verra ça à Full Gear. Pour l'instant, c'est l'heure des qualifications. J'adore FTR, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ils font très peu de mauvais matchs, ils sont super. Mais je trouve qu'ils tournent un peu trop tout le temps autour des titres par équipe. C'était bien qu'il y ait... En fait, on a eu beaucoup d'élites contre FTR. Les deux équipes sont super, on adore les voir, elles sont bonnes au micro, elles sont bonnes sur ring, je suis d'accord, mais il y a beaucoup d'équipes AEW qui méritent d'avoir un peu plus de reconnaissance. Notamment la Maison Noire, qui, je le répète et je le crierai sur tous les toits, avait un règne de championnat trio absolument incroyable. Bref, le combat commence, la cloche sonne et Brody King mène de loin avec une démonstration de force incroyable. En 1v1, il a aucun problème avec chacun des deux membres de FTR, ce qui est quand même assez rare. Et ensuite, c'est Malakai qui rentre sur le ring et qui a étoffé un peu son catch. Il a décidé de faire des trucs qu'il n'a pas l'habitude de faire, de commencer à partir en lucha libre. Voilà. Il nous montre qu'il peut encore apprendre, qu'il peut encore être meilleur. D'ailleurs, l'alchimie avec Dax est super. Je sais pas pour vous, mais moi, un Dax Malakai, je veux en voir plus. C'était super. Je veux un match entre les deux. Il y avait vraiment, je trouve, un potentiel vraiment intéressant. Mais malgré cela, le début est largement dominé par la Maison Noire, qui font preuve de technique, de force, et qui trouvent une solution à peu près tout ce que FTR tente. Sauf effectivement une fois en dehors de ring où l'équipe 7 étoiles réussit à reprendre le dessus. Il mène en grande partie sur Malakai Black, qui n'a pas l'habitude de prendre la hit et d'être celui qui prend cher pendant les combats, mais là, cette fois-ci, c'est sur lui qui tourne beaucoup, ça fonctionne beaucoup, jusqu'au hot tag sur Brody King, qui est décidément ultra protégé pendant ce combat, qui, quand il revient, fait un 1v2 contre FTR. Et gagne. Et il gagne, mais vraiment sans souci, quoi, en prenant pas beaucoup de coups. Et en plus, pendant un petit moment, jusqu'à ce que Malakai se remette et réussisse à revenir sur le ring. Une fois de nouveau en 2 contre 2, évidemment, ils essayent de le tomber 1-2 et seulement 2. Et là, moi, je commence à être dégoûté et à avoir vraiment peur que cette équipe ne gagne pas. Pour moi, ils doivent gagner. Malakai place un excellent Kebrana en dehors du ring, sauf qu'il se fait un peu enchaîner après et du coup n'arrive pas à revenir. Et du coup, King se retrouve une nouvelle fois en 1v2 et continue à quand même garder un peu de terrain, à quand même gagner un petit peu. Bon, forcément, il commence à se fatiguer, donc il commence à perdre un peu de la vitesse et à se faire enchaîner, à tomber, à recevoir un tombé. 1, 2, retour de Malakai, surprise qui casse le tombé. Là, on commence à avoir une très belle construction par équipe où les deux sentent qu'on arrive vers la fin du combat, sentent que les ennemis sont sur le point de craquer et du coup tentent leur fusion à deux, leur technique à deux et se font contrer les uns après les autres. Ils essayent, ça s'enlève, ça s'envoie, ça se met des petits coups, ça tente une prise, ça ne fonctionne pas, jusqu'à ce que FTR réussisse enfin à placer son Shutter Machine. À ce moment-là, moi je commence à trembler de peur pour mon équipe. C'est devenu mon équipe, il n'y a plus aucune retenue. Mais ça fait seulement 2, alors qu'il y a eu une immense préparation et du coup tout le public semble se relâcher un peu parce que mine de rien, même si FTR est ultra populaire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens derrière la House of Black, ça fonctionne réellement. Là, FTR se retrouve en dehors du ring et Brody King fait des topés suicidas. Je sais que c'est pas la première fois qu'il le fait, mais il faut que je dise, c'est effrayant des topés suicidas de Brody King. C'est effrayant. Imagine ça qui t'arrive à cette vitesse, à cette hauteur. C'est effrayant, peu importe qui tu es. Là, je pensais encore que ça allait suffire pour coucher FTR une fois qu'il le remet sur le terrain après suicida. Pour moi, c'était terminé. Mais toujours pas, FTR se dégage. Donc Harwood et Brody se retrouvent les deux seuls sur le ring à ne pas avoir subi le tombé de l'autre. Et Brody King réussit à choper Dax en étranglement arrière, tout simplement. Et très vite, non pas, il abandonne pas, évidemment, c'est Dax quand même. Il tombe dans les pommes. Terminé, plus de Dax. J'avais très peur d'un retour de FTR, on les a beaucoup vus faire ça, on sait qu'ils ont souvent un second souffle, mais là, non. Victoire de la Maison Noire. Et on finit, comme c'est habituel avec cette nouvelle Maison Noire, sur une belle poignée de main. En bref, que dire de ce Dynamite ? Bah, un peu la même chose que la semaine dernière en fait. C'est super, tous les matchs sont super, c'est excellent. En plus,
Celui-là, comparé en plus à la semaine dernière, a beaucoup plus de grosses histoires qui avancent. Il y a beaucoup de grosses factions qui se rencontrent, qui s'esquivent. On voit beaucoup de grosses familles en fait les unes avec les autres. Ça fonctionne assez bien comme dynamique, je trouve, qui est très peu de loups solitaires et beaucoup de grosses factions. Mais encore une fois, évidemment, la scène féminine est un peu mise de côté. Après, je vais être honnête, c'est quelque chose que je dis souvent, mais il y a beaucoup plus de combats féminins à Collision et à Rampage. Le problème, c'est que c'est Dynamite, le show principal, et c'est lui qui est important. C'est lui qui est le plus regardé. C'est lui dont je fais des reviews, par exemple. Enfin bref, je pense que je vous ai à peu près tout dit, je vous ai donné mon avis sur tout. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, à me parler du show, à me parler de ce que vous avez pensé. Peut-être si vous n'avez pas assez compris, si j'ai pris trop de temps pour quelque chose. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà. Si jamais vous voulez voir plus de choses que je fais, ou vous voulez me voir parler d'autres choses, ou de se rapprocher un peu de ce que je fais en short, n'hésitez pas à venir sur mon TikTok. N'hésitez pas à aller voir du coup mon jeu de rôle qui est sorti sur Itch et sur Etsy. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne semaine.